Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur motorcv.com pour un nouveau numéro du débriefing F1. Moi j'avoue que je suis très content parce qu'un nouveau numéro du débriefing F1, ça ne se refuse pas. Surtout qu'en plus il y a évidemment la présence de Jean-Luc. Ah évidemment, salut Jean-Luc. Bonjour à tous. Et puis en plus, le Grand Prix d'Italie, Monza, le temple de la vitesse. Ouais, c'est quand même un rendez-vous un petit peu mythique dans une année. C'est clair, de toute manière, heureusement il en reste quelques-uns, et notamment celui-là, et souhaitons qu'il soit préservé par Tonton Bernie le plus longtemps possible, parce qu'effectivement, Spa-Francorchamps, on enchaîne avec Monza, bon là on a tout un tas de souvenirs qui nous submergent, dans le bon sens du terme, tu le disais, le temple de la vitesse, la passion des tifosi, le parc, enfin bon, tout ce qu'on a vécu là-bas, tous les grands moments qu'on a pu vivre, et puis c'est quand même un exercice extrêmement délicat, quand on est à bord d'une monoplace qui dépasse les 350 km/h, de faire des freinages aussi appuyé, et puis on a vu une belle course. Oui. Voilà. La parabolique, en passant, beaucoup de bruit pour rien peut-être. Exactement, comme la F1 s'est offert parfois. Est-ce que ça valait la peine d'en parler autant? Non, à l'évidence. Maintenant, il ne reste plus qu'une petite bande de sable à l'extérieur. Je pense que l'an prochain, elle ne sera plus là. Bon, voilà. C'est l'évolution générale des circuits. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, si ce n'est qu'effectivement, quand les pilotes se loupent à cette vitesse-là, ils peuvent se récupérer rapidement et sans problème. Avant, effectivement, ils finissaient dans le bac à sable avec les roues arrière qui patinaient. Bon, voilà, ça ne mérite pas qu'on en fasse des tas. Allez, on reprend les choses dans l'ordre. La victoire d'Hamilton ou la défaite de Rosberg. Alors, écoute, tu me vois venir. Oui. Je suis resté un petit peu dubitatif. J'aurais eu tendance à penser que cette course était de toute façon promise à Lewis Hamilton, peut-être plus par rapport au style, à son style d'attaque, à ce circuit ultra rapide. Bon, je pense qu'effectivement, ça lui correspondait plus comme ça sur le papier. Mais bon, les faits ont eu lieu et ces faits ont montré qu'Hamilton avait pris un mauvais départ, mais qu'il avait quand même réussi à gagner, mais parce que Rosberg s'est loupé. Alors moi, je voudrais bien avoir ton avis, commence, et puis ensuite je te poserai des questions pour peut-être un petit peu aller dans le vif du sujet encore plus. Alors, comme toujours, tu sais que j'aime bien qu'on se replace dans un contexte général. Donc, replaçons-nous dans ce contexte. Il est évident qu'à la suite de ce que nous avons vécu à Spa, on n'y revient pas, et de l'explication de gravure, parce que c'est pas autre chose, qui a été menée effectivement doctoralement, n'est-ce pas, par Toto Wolff et par Niki Lauda, en disant, bon les gamins, ça suffit maintenant. Vous allez nous ramener les deux voitures à la maison, et si vous les ramenez à la maison, de toute manière, on est à 1 et 2. Donc, dites-vous bien que nous, ce qui nous intéresse, c'est de décrocher le titre constructeur. Après, à l'évidence, l'un d'entre vous sera champion du monde des pilotes. On ne sait pas encore lequel, mais arrêtez maintenant vos chicayas. On est des gens sérieux, on est Mercedes. Voilà, la leçon, elle est claire. Et on a un peu plus tapé sur les doigts, évidemment, de Nico Rosberg que sur ceux de Lewis Hamilton. Et l'attitude, et là aussi, on croit beaucoup, effectivement, à l'attitude générale de visage. Nico Rosberg un peu renfrogné, un peu crispé dès qu'on lui pose des questions. Voilà le contexte général. À l'inverse, Lewis Hamilton détendu, sûr de lui, conforté, je dirais presque légitimé. Bon. Ça c'est posé. Alors après, on en vient naturellement à la performance sur la piste, c'est quand même ça qui nous intéresse. Et là, je souscris à ce que tu dis. Lewis Hamilton, il a quand même encore une petite, je dis encore parce que Rosberg progresse, une petite pointe de vitesse supplémentaire et il le démontre, il arrache la qualif. Bon, c'était pas de beaucoup, mais quand même, à 2 dixièmes. C'est clair et net. Il y a 2 dixièmes, le boulot est fait, il est devant, il est en pôle. Rosberg est deuxième, c'est pas mal, mais c'est moins bien, c'est le premier derrière, et puis après on trouve les autres. Bon, ok. Donc voilà le contexte général. Alors on se dit, et là j'en viens, on parlait de contexte, à la procédure de départ que je trouve maintenant lamentable, là aussi, déplorable, grotesque. C'est-à-dire que ça ressemble... J'y vais carrément. Oui, c'est un lancement de fusée. C'est-à-dire qu'on a la tour de contrôle, on a le stand... On se rappelle toujours que le pilote réinitie je ne sais pas quoi pendant le tour de formation et qu'au moment du départ, il appuie sur 3-4 boutons et puis je vais presque dire il attend que ça se passe. Enfin, il écrase la pédale à fond. Et après, c'est la mécanique, c'est l'électronique qui fait le boulot. Et là, le pauvre Hamilton, il fait tout bien, apparemment. Enfin, on ne peut pas lui reprocher, je pense. Et ça part pas. Non. Et donc, évidemment, il se fait griller par tout le monde. Alors, à l'inverse, Kevin Magnussen prend un départ canonesque. Mais y est-il pour quelque chose? On ne sait pas non plus, au point où nous en sommes. Donc, moi, je déplore une nouvelle fois, et de manière extrêmement vigoureuse. Et on est là pour ça. Et plus que ça, c'est lamentable. C'est-à-dire qu'un pilote rate son départ, comme l'a fait Hamilton, mais il y est vraisemblablement pour rien. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs, parce que les ingénieurs vont disséquer tout ça dans le détail. Donc voilà, l'enjeu d'une course et peut-être d'un championnat du monde est dû à quelques gremlins à droite ou à gauche qui ne fonctionnent pas. Donc ça se met à patiner, les autres partent et lui il reste sur place. Bon voilà.
Alors, le fait est qu'au départ, Rosberg se retrouve en tête et Hamilton seulement 4e. Bon, t'es à la place de Rosberg, tu peux pas espérer mieux. Ben oui, alors évidemment, là, le scénario, il est super bien écrit, parce qu'on se dit, bah oui, si Hamilton part devant, personne ne va le revoir, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, donc ça tombe bien, il rate son départ, j'espère que c'est un hasard. Non, je fais exprès. Non, c'est un hasard. Bon, il rate son départ. Donc, effectivement, Rosberg part devant. Et puis, derrière, on a Magnussen. Alors, ça, personne ne l'avait écrit, qui part super bien. Et puis, on a une Williams. C'est pas celle qu'on attendait forcément de Bottas, mais c'est Massa. Bien sûr, super. Et Hamilton est 4. Bon. Et immédiatement, on se met en ordre de bataille. Hamilton fait le boulot. Rosberg se dit, bon, j'attaque sans trop dégrader mes pneus, mais bon, je me mets un petit matelas. Et puis, Hamilton remet les choses dans l'ordre et devient 2e. Bon, jusque-là, tout est normal. D'accord ? Et puis, Rosberg, je te laisse me poser les questions. Et puis Rosberg craque. Alors là, c'est là, moi, que je comprends pas bien. Parce que, écoute, en deux temps, si tu veux bien. En deux temps, parce qu'en 2 temps, il tient quand même la dragée haute. Il a 3 secondes et demie le maximum. L'autre, il grignote bien. Hamilton, il fait le boulot, il travaille super bien. Il remonte à 1 seconde et demie, 1 seconde 4, 1 seconde 3 même. Donc, on sent la pression. Et hop, on les arrête pour changer le pneumatique. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Il repart devant. Jusque-là, on se dit, bon. Et là, on s'aperçoit qu'Hamilton, effectivement, gagne du terrain plus qu'à la rigueur on s'y attendait. Et là, tout de suite, Rosberg craque. Et voilà, Rosberg craque. Alors effectivement, est-ce qu'il craque sous la pression? Oui, d'ailleurs, à un moment, il dit à son ingénieur qui lui donne l'écart par rapport à Hamilton, au début de la course, il lui dit, bon, arrête de me donner les écarts avec Hamilton, c'est bon. Il le voit dans le rétro, et puis il se doute bien qu'Hamilton a pris l'avantage sur les adversaires. Donc effectivement, Rosberg craque, oui. Alors après, on peut toujours prétexter les problèmes de stabilité, de machin, les freins qui ne répondaient pas. En attendant, et on voit même Toto Wolff, et tout le monde l'a vu, ça, quasiment pousser un soupir de soulagement en disant, bon, ça y est, ça c'est fait. C'est réglé, il n'y aura pas de casse. Et on sait que maintenant Hamilton il est devant Rosberg et qu'a priori, il n'y a aucune chance que Rosberg revienne sur Hamilton. Donc on va voir notre doublé. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, Jean-Luc, que cette victoire d'Hamilton, ça arrange un peu tout le monde quand même, parce que ça faisait plusieurs courses qu'il était soit frappé par des problèmes aux essais, soit par carrément cet accrochage à Spa. C'est comme si, quelque part, il reméritait de gagner le plus vite possible. Ça tombe bien, c'est ce qui se passe. C'est tout à fait ça, tu as raison. On a remis la barre, on a remis le balancier dans l'autre sens. Il récupère 7 points par rapport à Rosberg, donc on maintient un suspense formidable. Mercedes engrange tous les points possibles et imaginables dans le cadre du championnat constructeur. On va dire qu'ils sont maintenant virtuels champions du monde, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 de la marque. Et s'ils ne le sont pas la prochaine course, enfin bon, après, il faut faire les calculs, mais il y a tellement d'écart avec les autres qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Donc voilà, on leur demande d'aligner les 1-2. Voilà, c'est le 7e de la saison, je crois. Pourquoi pas. Sur 13 courses. Le 30e, je crois, depuis que Mercedes est en Formule 1. Bon, heureusement, moi je redis ce que je dis à chaque fois ici, heureusement que les pilotes peuvent se battre. Alors là, effectivement, tu as raison. Hamilton a gagné parce qu'il a été la chercher et Rosberg a un peu craqué. Alors comme il le disait lui-même, pas beaucoup, j'y laisse 7 points, c'est pas trop grave. Il gère. Oui, alors je ne veux pas verser quand même dans les théories du complot et dire que ça a été fait exprès. Je constate juste, Jean-Luc, pour conclure, que Rosberg, en lutte pour le titre de champion du monde, qui ne cesse de vouloir démontrer son autorité, son pouvoir sur cette saison, Grand Prix après Grand Prix, qui depuis le début de l'année a été, il faut l'avouer, au contact d'Hamilton. Il y a toujours eu bataille, ça a même dégénéré une fois. Là, avec la meilleure voiture du monde, sur un circuit emblématique, il va craquer 2 fois, là où les autres ne craquent pas. Alors c'est quoi? C'est un échec monumental de la part de Rosberg. J'aime bien. T'as raison. J'aime bien quand tu charges comme ça la mule. Et que j'exprime un doute. Et disons qu'il était moins bien, peut-être perturbé, parce que ça joue quand même. Ces garçons-là, ils sont quand même pas d'airain, ils sont pas d'acier inoxydable. Donc le contexte dont j'ai parlé, c'est-à-dire que Rosberg était un peu moins bien, un peu plus scruté, un peu plus attentif. Donc lui-même se disait, oulala, au moment du départ, si jamais il prend un bon départ, que je suis en mesure de l'attaquer, je vais pas pouvoir m'approcher de lui. Donc là, oui, il avait une pression supplémentaire, alors qu'Hamilton, lui, il avait tout à lâcher. Donc je pense qu'il y a ça. Alors maintenant, on aura la suite, évidemment, pour se régaler à Singapour et ailleurs, où j'espère qu'on n'aura pas un autre crash-gate dans la chronique. Où on n'aura pas, j'allais dire, un pilote de 3e zone à qui on dira, tiens, tu te mets dans le mur maintenant, parce que finalement, ça nous arrange bien. Non, mais je fais référence, heureusement, à un passé ancien. On ne reverra jamais ça en Formule 1, je te rassure. J'en suis absolument persuadé. Bon, allez. En tout cas, Rosberg a bien mené les 26 premiers tours, Hamilton les 27 derniers. C'est bien aussi, huilé, là, pied à mi-course, voilà. Allez, je tire tout droit. Je te dis, le scénario, tu l'aurais écrit, il est pas mal. Tu l'aurais écrit comme ça.
Bon, bah écoute, suite au prochain numéro, effectivement, entre Rosberg et Hamilton, mais enfin, 22 points d'écart, c'est vrai qu'il a refait une partie de son retard, Hamilton. Et on rappelle toujours que cette menace terrible, stupide, encore une fois, le doublement des points à Abu Dhabi. Ouais. Donc tant qu'on ne sera pas avec 50 points d'écart, etc., Ouais, ça, eh ben, tout à le fait. titre ne sera jamais joué. Voilà. Avant de détailler les Et il autres... ne le sera pas. Je crois déjà pouvoir te dire qu'il ne le sera pas. Normalement, il ne le sera pas, je suis d'accord. Avant de détailler les autres places d'honneur, Jean-Luc, je voudrais juste dire un mot quand même de Ferrari, puisqu'on jouait à domicile. Bah, c'est cruel, très très cruel. Raikkonen, seulement 9e finalement, et encore merci Magnussen, on va en reparler. Et puis Alonso, là c'est symbolique, qui abandonne devant tout le monde pour la première fois depuis 5 ans, rendez-vous compte. Écoute, là c'est terrible, parce que la Scuderia, on l'aime bien évidemment, c'est l'épreuve, c'est l'écurie mythique, c'est l'épreuve qu'elle ne doit pas rater, parce qu'on est à Monza devant les tifosi, lieu où se sont déjà bâtis des exploits de la Scuderia, etc. Et là, on est vraiment au fond du trou, quoi, on peut le dire. Ouais. Quand Alonso te dit, alors qu'il est 7e sur la grille, ce qui est déjà extrêmement modeste, derrière les Mercedes, derrière les Williams, derrière les McLaren, Mercedes, donc tu as la cavalerie Mercedes qui est devant, et lui te dit, mais j'ai fait un tour, mais comme ça, c'est vraiment ce qu'il dit, il dit, c'est impossible d'aller plus vite avec cette voiture. Et Raikkonen est forcément bien d'accord, lui qui est encore beaucoup plus loin derrière, il n'a même pas été jusqu'en Q3, il est en Q2, donc bon, et là on s'élance, et là, pauvre Alonso, il fait ce qu'il peut, en milieu du paquet, et puis il renonce la première fois pour une raison mécanique depuis 5 ans. Incroyable. Et devant le public, et là, les tifosi qui l'en veulent pas, qui l'applaudissent, chaleureux. Alors, je crois que c'est ça qui le tient. Lui aussi, c'est un affectif quand même. C'est un latin. C'est sa deuxième patrie, l'Italie, après l'Espagne. Donc, il est pareil, il est porté par le public. Il l'a dit et redit. Et je crois que c'est vrai. Sincèrement, je le crois volontiers. Ouais. Il a été applaudi chaleureusement. Ça se voit. Il fait partie. Alors, il ne peut pas lâcher la rampe. Quant à Raikkonen, qui ça? Non, mais là, on retrouve, ou plutôt, on a reperdu Raikkonen qu'on avait retrouvé à Spa. Bon, il n'y était pas. Il fait ce qu'il peut derrière, en milieu du paquet, mais quand on a une Ferrari à Monza, on ne peut pas terminer 92e, c'est pas possible. Bien voilà, c'est un désastre pour la Scuderia Ferrari. Alors des bruits ont même couru dans le paddock que Marco Mattiacci allait débarquer déjà après 6 mois. Finalement, ça a été démenti. Et que Montezemolo allait sur... Que Montezemolo, alors on a parlé de lui chez Alitalia, mais finalement il a dit non, il a fait son show le samedi après-midi. Mais bon, on l'a connu plus brillant. Ambiance un peu quand même de crise. Bon, alors du coup, ce sont les Williams, et c'est vrai qu'on s'y attendait un petit peu, qui étaient là en outsider et qui récupèrent les bonnes places, 3 et 4. Si ce n'est que c'est Massa devant Bottas. Ces derniers temps, c'était un petit peu l'inverse. Alors, j'en reviens au départ. Là aussi, le launch system, on ne sait pas ce qui se passe. Je suis ravi pour Massa. Par parenthèse, il remonte sur un podium, le premier depuis le Grand Prix d'Espagne 2013. Donc, ça fait un paquet de temps, ça fait 1 an et demi. Donc, ça fait plaisir. C'est un bon pilote, c'est un type sympa. Par parenthèse, les deux ont été reconduits chez Williams, et ça, c'était la bonne décision de la part de Claire Williams et de Franck, que de reconduire effectivement le duo de pilotes, qui est formidable, qui se complète très bien. Donc, c'est tombé sur Massa. Je pense que si Bottas avait pris un bon départ, là aussi, problème de launch, machin, comme d'habitude, parce que je pense que Bottas n'y est pour rien, une nouvelle fois, eh bien, peut-être la course eût été un peu différente, car tu sais que j'accorde quand même un petit peu plus de performance à Bottas. Je pense que Bottas aurait été 2e à la place de Magnussen. Peut-être la course eût été légèrement différente, mais bon, en tout cas, ils sont à leur place. Ils sont derrière les deux Mercedes, quasi intouchables, donc ils sont 3 et 4. Très belle remontée de Bottas, qui n'a cessé de dépasser du monde dans la ligne droite des stands. Lui et celui dont on va parler après. Oui, parce que j'allais te lancer. Moi, Ricciardo m'a encore épaté, enchanté. Non pas parce qu'il a fait des dépassements qui peut-être sont pas si compliqués que ça, mais quand même si, j'ai trouvé qu'il mettait une manière là absolument incroyable, qu'il est le seul à plonger au dernier moment à l'intérieur, à changer de trajectoire. Enfin, c'est très spectaculaire, c'est vraiment là, il y a quelque chose chez Ricciardo. Écoute, c'est un régal. Moi, on le dit à chaque fois aussi, je me répète, jusque-là, il n'y a pas de faille chez ce garçon. Il est toujours de bonne humeur, il est extrêmement positif, et c'est pas le visage béat et ahuri, il est vraiment content d'être là. Il a la voiture qu'il a, il sait très bien qu'il ne sera pas champion du monde normalement, mais bon, c'est le premier des prétendants. Une nouvelle fois, comme tu dis, il fait une remontée, et puis alors il s'offre un dépassement sur Vettel, et aussi, en partant loin sur la grille, beaucoup plus loin que Vettel, il termine devant nettement, alors que malheureusement Vettel, alors je sais bien, on va me dire oui, il a changé les pneus, et encore une fois, tu sais tout le bien que je pense de Vettel, c'est pas devenu un mauvais pilote, mais ça veut dire que Ricciardo est sacrément bon, et ça veut dire peut-être, et ça y est, j'en trouve la porte, là, je vais me mouiller, que peut-être Vettel envisagera de ne pas rester à la fin de la saison, parce que la seule manière pour lui de sortir de cet engrenage infernal, où malheureusement il ne trouve pas la solution pour bien utiliser la Red Bull cette année, c'est peut-être d'aller voir ailleurs. Il a eu 4 titres de champion du monde, c'est un bébé Red Bull du début à la fin, peut-être a-t-il besoin maintenant,
à l'âge qu'il a, à 27 ans, après 4 titres, d'aller prouver que c'est également un très bon pilote ailleurs. Et le challenge McLaren-Honda, tu me vois venir, c'est un très beau challenge. Et pour McLaren, acquérir un des Top Gun, ce qui est le but recherché, bah c'est peut-être le moment, on en reparlera. Ouais. En tout cas, le dépassement de Ricciardo sur Vettel, la bataille qui a eu lieu, elle a à la fois été intense, et peut-être qu'on a dû frémir quand même, je pense, sur le muret. Mais en même temps, Ricciardo, effectivement, a réglé son compte à Vettel. Il n'y a pas eu photo, quoi. Alors, je te dis, on l'explique dans l'écurie et Vettel aussi, parce que les pneus étaient plus frais de 7 tours. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'ils étaient plus frais. Mais ça veut dire qu'il avait mieux protégé son premier train. Il a changé plus tard. Alors après, on avait arrêté Vettel plus tôt. Enfin bon, ok, des explications, il y en a et elles sont réelles. Non, il suffit de regarder le nombre de points au championnat. On a bien compris que Ricciardo, cette année, est nettement plus performant que Vettel avec la même machine. Voilà, c'est fini. Allez, on passe en revue d'autres pilotes rapidement, peut-être Jean-Luc. Magnussen, alors est-ce que tu penses que sa pénalité de 5 secondes qui lui a été infligée pendant le Grand Prix, même Bottas, je crois publiquement a dit ouais, bon, c'était un peu dans le feu de l'action, faut peut-être pas trop quand même dire qu'il m'a fait un coup vache. Je sais pas. On est un peu aux limites, pareil, la FIA, c'est le balancier aussi. On était très très rigoureux dès que les pilotes se frictionnaient un peu, tac, il y a une pénalité qui tombait. On a dit il y a 3-4 Grands Prix, on va être un peu moins regardant, et puis là on l'est un peu plus. C'est une question d'appréciation. Là, honnêtement, il faudrait étudier image par image, voir exactement la manœuvre. Je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Et c'est une pénalité d'ailleurs qui est bizarre. Parce que moi, quand on l'applique effectivement lors d'un arrêt, là, c'est une pénalité qui ne veut pas dire grand-chose, à mon avis. Parce que 5 secondes, bah oui, il perd quand même 3 places. Mais bon, c'est... Enfin, ouais, je ne suis pas très pour. D'accord. Moi, j'ai bien aimé Pérez, qui s'est immiscé justement dans ce jeu des McLaren et que Button n'a pas finalement réussi à dépasser. Donc il y avait les deux McLaren, mais il y avait Pérez qui était au milieu. Absolument. Il y a eu de sacrées passes d'armes, avec Button notamment, c'était chaud là aussi. Ça a été chouette. Alors lui, il a bien mûri. Franchement, autant Sergio Pérez, pareil, on lui a reproché à juste titre d'abord des manœuvres extrêmement hasardeuses, voire dangereuses, et puis d'avoir pris le melon, soyons clairs. Je crois qu'effectivement, son éviction et le fait de revenir dans une écurie plus modeste, Force India, motorisé par Mercedes, il faut quand même le dire. Donc là, c'est vrai qu'il y avait la cavalerie. Mais bon, il a été brave, il a été audacieux, et puis il a été correct. Voilà. C'est 3 qualités qu'on aime bien chez un pilote. Et il a devancé sans aucun problème Hülkenberg, pratiquement sur toute la durée du week-end. Et voilà. Exactement. Et puis, alors côté français, on a aperçu à un moment donné Romain Grosjean qui se fait harponner par Gutiérrez, qui là quand même nous fait une manœuvre un peu. En fait, c'est Pérez de l'an dernier et Gutiérrez de cette année. En gros. Là, c'est vraiment pas glorieux pour Esteban Gutiérrez, mais enfin bon. Et Romain Grosjean, qui est loin, il a plus les moyens là de bien se défendre. Et non, le pauvre là, c'est un chemin de croix. Alors, il continue à positiver dans le discours. Évidemment, il n'a pas d'autre solution. On a bien compris qu'il n'allait pas descendre son écurie, mais c'est lamentable, quoi. Lotus, c'est un naufrage, je me répète, et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de réaction de la part de Gérard Lopez, le propriétaire. Alors, on ne sait jamais s'il est là, team manager, pas team manager. Il était présent, mais on ne l'entend pas. C'est pas lui qui déclare. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment un bateau ivre. Il n'y a pas de direction là-dedans. Il n'y a rien du tout. Et on gère une crise épouvantable. On sait juste que donc Maldonado et son énorme poignée de dollars sera là l'an prochain. Quant à Romain, apparemment, il a évidemment un contrat ouvert. Est-ce qu'il faut même lui souhaiter de rester dans cette équipe l'an prochain? J'en sais rien. Il faut déjà lui souhaiter de rester en Formule 1. Mais s'il n'a que cette solution-là, et si les perspectives sont aussi sombres qu'elles le sont en cette fin de saison, c'est un désastre. Et chez Toro Rosso, Kvyat aurait presque pu rentrer dans les points. S'il ne nous fait pas son tout droit un peu spectaculaire en fin de course avec les 5 secondes de pénalité de Magnussen, je pense que ça passait. Mais bon, finalement, ce n'est pas le cas. Mais il est un peu devant Jean-Éric. Oui, là aussi, il faut le dire, évidemment. On sait à quel point on est derrière Jeff. Kvyat pénalisé aux essais donc de 10 places. Il part 21e, il fait une remontée formidable, météorique. Il entre dans les points. Après, il a ce problème réel de disque de frein. Donc, il envoie un petit peu dans le décor. Mais bon, c'est clair que là aussi, Jeff n'a pas senti la voiture. Depuis le début, il n'était pas content, il ne la sentait pas bien. Il gère, il termine, 13e. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je crois que Kvyat a pris le pas. Et je pense que malgré tout, malgré le courage dont il fait preuve, je pense que Jeff commence à accuser un petit peu le coup, à mon avis. Bon, voilà, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire, qu'on a été assez complet. J'ai tendance à attendre avec impatience quand même Singapour, qui symbolise un peu le dernier tiers de saison, où c'est un peu exotique, c'est un peu loin.
Mais effectivement, là, qu'on le veuille ou non, il y a une vraie piste pour un nouvel bel affrontement entre Hamilton et Rosberg, hein, quand même. Absolument, LFB. Vrai juge de paix. Je crois qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis, une espèce de dramaturgie, parce que c'est encore un circuit en ville où on ne peut pas se louper, où vraiment les murs, les rails sont extrêmement proches, cette ambiance nocturne, etc., cette ambiance de jeu un peu folle. Oui, je pense qu'on pourrait voir un épisode peut-être un peu plus corsé que celui qu'on a vu à Monza ce week-end. Oui, si tu veux mon avis, je souscris. Eh bien écoutez, on en parlera ensemble, hein, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro du Debriefing F1, donc spécial Singapour, dans 15 jours. Merci Jean-Luc. Merci à toi, merci à vous. Merci de votre fidélité, de votre passion. À très bientôt. Salut.